Voilà, une heure et demie de webinaire. C'est l'occasion surtout de lancer une démarche plus globale sur la dynamisation des rez-de-chaussée commerciaux, un programme qu'on travaille depuis le début de l'année 2025 grâce à la Banque des Territoires et à la Caisse des dépôts sur le sujet. Un sujet qui nous rappelle aussi les impératifs de travail sur le développement économique dans les quartiers prioritaires, des sujets qu'on aborde depuis quelques années. Et là, on est un petit peu à un moment charnière de ce programme, puisqu'on va passer des études à l'action, donc on espère avec vous si possible. Et puis, pour présenter justement ce beau partenariat avec la Banque des Territoires, je vais laisser la parole à Rémi Coineau, qui est le responsable politique de la ville, entre autres, sur la direction régionale de la Caisse des dépôts. Rémi, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Pierre-Édouard. Donc Rémi Coineau, je suis chargé de coordination régionale donc à la direction régionale Hauts-de-France de la Caisse des dépôts, Banque des Territoires. Et on est très content d'être partenaire de l'IREV sur ce cycle de qualification, effectivement, qui est à l'intersection pour nous de plusieurs sujets qui nous intéressent très fortement. Caisse des dépôts, Banque des Territoires. Hein. D'une part, évidemment, parce que nous sommes les premiers financeurs du logement social et que très souvent, ces rez-de-chaussée, pas tout le temps, mais très souvent, ces rez-de-chaussée, ce sont ceux des bailleurs sociaux, donc avec un enjeu de dynamisation, de les faire vivre, que ces rez-de-chaussée, ils soient utiles. Alors, effectivement, on a parlé de commerce, mais finalement, on verra dans les travaux que ça se limite pas à la question du commerce. On pourrait parler d'économie de la proximité, voire même de services publics de manière générale. C'est plutôt finalement la dynamisation des rez-de-chaussée avec un prisme commerce, mais pas seulement. C'est aussi à l'intersection évidemment de nos priorités en matière de politique de la ville, hein, puisque nous sommes un acteur important de la politique de la ville et nous avons cette ambition de pouvoir aider les territoires à la fois à la transition écologique dans les quartiers, mais aussi à la dynamisation économique et ces rez-de-chaussée, ça peut être un outil, c'est un outil important pour cette dynamisation économique de la vie dans les quartiers. Et puis évidemment pour nous c'est aussi la question du commerce, alors qui a été particulièrement à l'actualité ces dernières semaines puisqu'il y a un rapport qui a été rendu à la fois par Antoine Saint-Oyen, donc le directeur général de la Banque des Territoires, Frédéric Macarez, la maire de Saint-Quentin, et Dominique Schelcher, le PDG de Système U, que vous avez peut-être eu l'occasion les uns et les autres de consulter sur l'avenir du commerce et qui traite dans plusieurs chapitres spécifiques de la question des quartiers politiques de la ville. Donc c'est aussi un signe que c'est un sujet prioritaire qui concerne évidemment la Banque des Territoires avec plusieurs pistes qui ont été qui ont été mis en avant, qui sont complémentaires du travail qu'a pu faire l'IREV et que tu vas certainement nous présenter après, Pierre-Édouard, qui permet aussi de partir d'expérimentations concrètes, notamment dans l'Hauts de France, pour voir comment dynamiser ces rez-de-chaussée commerciaux. Donc on aura l'occasion de se retrouver les uns et les autres à plusieurs reprises. Donc je vais pas être beaucoup plus long aujourd'hui. Je pense qu'il y aura plusieurs étapes, notamment qui vont parler de stratégie, d'acteurs. Évidemment, la Banque des Territoires, on sera particulièrement présent aux étapes qui vont être celles des outils. Avec quels outils on dynamise ces rez-de-chaussée commerciaux, avec quel mode de financement. Et on sera à disposition alors à la fois puisque c'est multi-acteurs, à la fois des collectivités, des bailleurs, des consulaires qui seraient intéressés dans leur territoire pour mettre en œuvre une redynamisation de ces rez-de-chaussée commerciaux. On sera à disposition pour travailler aussi avec eux dans la continuité de ce cycle de qualification. Donc moi, pour ce matin, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps avec vous parce que je suis en formation, mais je vois que j'ai d'autres collègues de la Banque des Territoires qui sont connectés parce qu'évidemment, c'est un sujet qui intéresse plein de personnes. Donc il y a notamment Benjamin Candalo dans l'équipe politique de la ville à la direction des prêts qui suit ces sujets développement économique. Et je vois aussi qu'on a Olivier Nard, qui est un spécialiste des sujets d'investissement et de foncière, qui participe à ce webinaire, ce qui montre bien effectivement que pour nous, c'est quand même à l'intersection aussi de plusieurs de nos métiers, à la fois du prêt, de l'investissement et de l'ingénierie. Donc voilà, bon cycle à tous et puis merci pour votre participation et merci à l'IREF pour ce travail. Merci beaucoup Rémi pour ces propos d'ouverture. Alors je vous propose qu'on aborde maintenant le sujet du programme, le programme qu'on vous a préparé avec Saïd. L'idée, c'est justement de refaire le point. Alors sur l'actualité qui a été assez dense, on a choisi de refaire un point sur toutes les différentes publications qui ont été réalisées dernièrement.
On va revenir sur notre première moitié d'année où on a travaillé sur le benchmark avec plusieurs études de cas sur la dynamisation des rez-de-chaussée commerciaux. Voilà, vous expliquer un petit peu la méthodologie, ce qu'on a appris en allant à la rencontre des acteurs qui travaillent sur le sujet et aussi de certains sites à différentes tailles, à différents échelons. Et puis, on va vous proposer dans un troisième temps un cycle de qualification des rencontres, 3 journées de travail sur le sujet, où là, les territoires pourront intégrer ce cycle et les travaux justement pour aller plus loin. Alors, j'ai un petit souci, hop, de souris, ça va aller. Pour revenir sur le cycle en lui-même, ce qu'on a voulu effectivement, comme le disait Rémi, c'est de travailler. Donc, la problématique de base pour nous, c'était de travailler sur des cellules en pied d'immeuble dans les quartiers prioritaires qui manquerait de dynamisation. Et l'idée, c'est comment on va recréer une dynamique autour de ces cellules, autour du quartier, dans une dynamique plus globale, qui va s'approcher des problématiques de commerce. Donc l'actualité en ce moment est assez marquée sur ce sujet-là, mais aussi d'autres pistes qu'on peut avoir sur la dynamisation de ces cellules commerciales avec ce qui se passe à proximité, le cadre de vie, mais aussi des activités qui pourraient prendre part à l'intérieur. Donc là, on va plutôt être sur le milieu associatif, le milieu de l'économie sociale et solidaire, et donc d'avoir une approche globale à partir de quelques cellules pour dynamiser l'ensemble du quartier et faire que ces rez-de-chaussée soient un vrai lieu de vie, un vrai poumon pour les habitants des quartiers. Donc c'était un petit peu notre logique, et puis vous allez voir avec les actualités qu'on va pouvoir s'appuyer aussi sur pas mal de travaux qui ont été menés dernièrement et qu'il convient justement de présenter et puis qu'on vous proposera dans le cycle d'aborder sur plusieurs séquences différenciées. Alors sur l'actualité, vous avez sans doute vu et Rémi l'a cité tout à l'heure, la première actualité, c'est cette mission sur l'avenir du commerce de proximité qui avait été mandatée au printemps de cette année avec 3 rapporteurs, Frédéric Macquaret, Dominique Schelcher et Antoine Saint-Oyen, qui a remis ses conclusions la semaine dernière, le 5 novembre, et des conclusions qui vont reposer sur 30 recommandations, 30 préconisations sur 5 grandes thématiques pour justement dynamiser ces commerces. Alors la spécificité de cette mission, c'est qu'elle avait la charge d'intervenir sur les commerces de proximité en général, qui couvrent certaines zones, donc les centres-villes, mais aussi les quartiers prioritaires. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser peut-être un petit peu plus particulièrement, c'est cette question des quartiers prioritaires sur 5 thématiques différentes, avec à chaque fois de 3 à une dizaine de recommandations par grande thématique, et certaines donc, qui vont retoucher, on va dire, des annonces qui sont déjà faites sur la politique de la ville et les QPV, et puis d'autres recommandations qui pourront être reprises sur du court terme, moyen terme, long terme, en fonction des priorités gouvernementales. Donc ce rapport, il est en ligne. Vous pouvez le retrouver en téléchargement. Je vous mettrai tout à l'heure le lien justement pour le retrouver. Et puis justement quelques idées qui sont reprises, qui sont partagées avec ce qu'on a pu regarder sur le benchmark, notamment sur la dynamisation de la gestion commerciale chez les bailleurs sociaux. On a le développement des foncières de redynamisation dont Rémi a évoqué tout à l'heure l'importance et qui sera également au cœur de nos cycles de qualification, ou la promotion de nouveaux modes de baux qu'on pourra aussi discuter pendant notre cycle et qu'on vous présentera également avec le bail d'utilité sociale qui a été promu par un acteur régional, l'APES, que je remercie également, Karine, j'ai vu que tu étais connectée. Donc voilà, donc ce rapport de la mission sur l'avenir de commerce de proximité a été remis au gouvernement le 5 novembre et le 6 novembre, une journée nationale, certains d'entre vous y étaient, a pu se tenir. Se tenir dans un partenariat assez large avec la Direction générale des entreprises, l'ANRU, l'ANCT
et la Banque des Territoires. Et cette journée, elle était cette fois plus ciblée sur les commerces dans les quartiers prioritaires. Donc vous voyez, première mission très large sur les commerces de proximité, une journée dédiée sur la place des commerces dans les quartiers prioritaires le 6 novembre, avec à cette occasion, on a eu le plaisir, donc on y était également avec le réseau national des centres de ressources pour y intervenir. Une journée dédiée aux quartiers prioritaires et notamment aux sites en renouvellement urbain, avec la publication du guide de l'ANRU qui avait été remis ce jour-là, de 17 monographies de l'ANRU sur ces opérations. Donc même chose, le guide, je vous le mettrai tout à l'heure dans le chat, il est assez précieux. Et cette journée a permis de faire le point, voilà, sur la problématique des commerces de proximité, avec le prisme des quartiers prioritaires et notamment le prisme des rez-de-chaussée commerciaux, Alors, ce qui était intéressant et ce qui est repris d'ailleurs dans les monographies de l'ANRU, c'est que là, on a une approche un petit peu plus renouvellement urbain, c'est-à-dire comment on prend la problématique commerciale sur des sites en renouvellement urbain. Donc, quand on est en renouvellement urbain, on a une approche qui est généralement, on va dire, plus systémique, c'est-à-dire on va agir aussi bien sur la dynamisation commerciale que sur la stratégie pendant toute la phase de travaux. Et on a une approche aussi de long terme, puisque ces travaux durent sur un projet de rénovation urbaine, on peut être sur une dizaine d'années et complété par des opérations un petit peu plus lourdes sur les commerces et qui va concerner l'ANCT également, sous son aspect, ce qu'on appelle ex et pareca, qui va concerner les centres commerciaux. Donc ce guide, il est aussi intéressant parce qu'il reprend justement quelques éléments de typologie de sites et de possibilités de créer des dynamiques commerciales à partir de constructions neuves, de réhabilitation de centres commerciaux ou d'autres actions. Sur les autres ressources, donc là je vous passe un petit peu toutes les ressources qui sont produites en ce moment. Il y a un guide de l'USH, donc un premier guide était paru en 2024 sur les rez-de-chaussée commerciaux, les rez-de-chaussée actifs. Un deuxième guide est en cours de préparation qui devrait sortir assez prochainement. J'ai pas de date à vous donner pour le moment, mais je sais qu'il est bien avancé. Et puis, dernière ressource qui est aussi assez précieuse, c'est le site de la Banque des Territoires qui reprend pas mal de retours d'expérience sous forme d'un réseau des foncières de redynamisation qui, elles, vont concerner aussi bien les centres-villes que les QPV, et plus axé beaucoup plus sur le recours aux foncières de redynamisation. Donc même chose, c'est assez précieux d'aller fouiller dans ces retours d'expérience pour savoir ce qui peut convenir le mieux à vos territoires référents. Et puis, pour conclure cette phase d'actualité, ensuite je vous laisse la parole. Dernière actualité, c'est suite à la remise du rapport le 5 novembre, à la journée dédiée le 6 novembre, on a eu de la part du gouvernement une réponse à ces différentes propositions. Donc là, je ne peux pas encore m'engager à vous les présenter de manière complète. Vous pourrez retrouver sur la Gazette des communes, sur Localtis, les différentes annonces. Je vous les ai mises là pour information. Mais le gouvernement a déjà annoncé 9 mesures reprises du rapport sur le commerce de proximité à appliquer tout prochainement. Donc ça, on pourra regarder ou disséquer ces différentes mesures quand on en saura plus sur les différentes séquences qu'on vous proposera sur le cycle de qualification, mais elles pourront nourrir également nos réflexions et les actions des territoires que les territoires peuvent mettre en place sur le sujet. Euh, alors, à ce stade, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions de votre côté sur ces différents sujets, déjà sur les différents sujets qui ont été abordés, les différentes actualités, des retours que vous avez eus ou d'autres publications qui pourraient nous intéresser sur le sujet? Je vous laisse la parole si vous souhaitez la prendre. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole sur ces différentes annonces qui se condensent sur les 15 derniers jours. Pas de réaction à ce stade.
Saïd, tu n'hésites pas à me compléter si je n'ai pas tout dit. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu des actualités. Donc tout à l'heure, je vous mettrai dans le chat les différents rapports qui sont sortis. Très bien, eh bien, je vous propose qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet de notre côté, c'est-à-dire le benchmark qu'on a publié dernièrement. J'espère que vous l'avez tous vu et si possible lu, mais on est là pour vous refaire la présentation, donc pas de souci si vous ne l'avez pas lu. Il est toujours disponible et on peut vous l'imprimer si vous souhaitez. Alors, le benchmark, donc l'idée pour nous, c'était de rentrer sur le sujet, comme je vous ai dit, des rez-de-chaussée commerciaux en pied d'immeuble, donc plutôt sur les grands ensembles, dans les quartiers prioritaires de la ville, de réaliser une étude avec plusieurs sources d'entrée, donc le recueil documentaire, donc vous avez une bibliographie qu'on a sortie en début d'année et qu'il faudra compléter avec les sorties de la semaine dernière, mais que je vous mettrai dans le chat. Ce recueil documentaire, il a permis de regarder un petit peu ce qui se faisait sur les rez-de-chaussée commerciaux, ce qui se faisait sur les foncières, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, mais aussi d'ouvrir le spectre de manière un peu plus large pour regarder ce qui peut se faire dans les centres-villes, qui peut être source d'inspiration dans les quartiers, ce qui peut se passer aussi sur le cadre de vie, les rez-de-chaussée qui ne sont pas commerciaux, mais qui peuvent être aussi des vecteurs de dynamisation. Donc je pense notamment au LCR des bailleurs sociaux. Donc voilà, on a essayé d'aller assez large sur ce recueil documentaire pour voir tous les fils qu'on peut tirer quand on aborde la question des rez-de-chaussée. Et puis, la deuxième partie, ça a été aussi de remettre un questionnaire sur la région Hauts-de-France, d'une part aux bailleurs, d'autre part à la politique de la ville, au chef de projet politique de la ville, pour avoir des retours sur des sites, savoir ben, quelles sont les typologies de cellules commerciales disponibles, quel est les problématiques de vacances, est-ce qu'il y a des problèmes sur l'ambiance urbaine, est-ce qu'il y a des problèmes sur le cadre de vie. Voilà, donc deux questionnaires réalisés qui nous a permis d'avoir quelques éléments de certains sites, mais on n'a pas eu des centaines de réponses sur ces questionnaires qui nous permettaient d'avoir des stats, quoi. On a eu plutôt de la donnée qualitative sur quelques sites, voilà, avec les bailleurs qui ont répondu. Cette exploitation n'a pas été forcément pour nous, n'a pas donné les résultats qu'on attendait. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte aussi que les référents sur ces rez-de-chaussée commerciaux ne sont pas forcément identifiés. D'une part, en politique de la ville, c'est que finalement, à part ces quelques sites, la politique de la ville n'a pas forcément la main ou ne se sent pas légitime voilà, à aller travailler sur ces rez-de-chaussée. Et puis du côté des bailleurs, également, quelques bailleurs qui sont sensibilisés au sujet et qui ont pu répondre de leur côté. Mais on sent aussi que chez les bailleurs, il y a cette identification des rez-de-chaussée qui est pas forcément un sujet prioritaire par rapport à l'ensemble des problématiques que peuvent avoir les bailleurs par ailleurs. Donc ce sujet n'est pas forcément revenu dans son ensemble. Et pour nous, ça a été voilà, un questionnaire avec quelques réponses qui nous permet de mieux comprendre les sujets, mais pas cette massification qu'on attendait sur les questionnaires. Alors pour aller plus loin dans ce benchmark, on a choisi, plutôt que d'attendre des retours de questionnaires, d'aller sur trois sites différents qui nous paraissaient intéressants d'étudier justement pour bah, aller directement voir ce qui se passe sur le terrain et essayer sur ces trois sites à géométrie complètement différente d'essayer de savoir, de trouver des points de jonction ou justement de disjonction entre eux, essayer de voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, les différentes problématiques qu'on pouvait rencontrer en fonction des acteurs. Donc c'est là-dessus qu'on va intervenir tout à l'heure. Et puis, en plus de ces trois sites intéressants, on a souhaité aller voir un panel d'acteurs, donc une vingtaine d'auditions qu'on a menées, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Je vois que beaucoup de connectés ont été d'ailleurs auditionnés chez les personnes qui sont présentes ici. Et là où on a pu voir, acteur par acteur, quelles étaient la problématique, les difficultés, les bonnes pratiques, les ressources qui pouvaient exister et les points de jonction
entre les différents acteurs et les différentes strates de collectivité. Voilà, parce euh, on a souvent rencontré des problématiques de compétences qui peuvent être partagées. Et la question qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est comment on arrive à faire coopérer un panel d'acteurs avec des compétences différentes et avec des échelons de collectivité qui peuvent être différents de la commune, quand on travaille à l'échelle des quartiers, vers les intercos, et puis au-dessus, la région, l'État avec les différentes agences qui peuvent intervenir. Euh, donc, euh, donc voilà, sur ces différentes séquences, donc pour vous rappeler un petit peu les trois sites qu'on va vous présenter, on a premier site, c'était le quartier, alors qui a plusieurs noms, c'est le quartier Nouvelle Résidence à la communauté urbaine d'Arras, donc un quartier qui représente à peu près 2000 habitants, qui a vécu un premier PRU sur la première phase du renouvellement urbain. Donc 2000 habitants répartis sur deux communes, Saint-Nicolas, petite commune de 4000 habitants, et Saint-Laurent, une petite partie sur Saint-Laurent-Blangy, euh, qui est également une commune, on va dire, modeste dans cette communauté urbaine d'Arras. Donc sur ces différents sites, on va vous les présenter tout à l'heure, on avait une problématique d'un renouvellement urbain qui s'est mis en place avec des rez-de-chaussée commerciaux qui restent vides à l'issue du renouvellement urbain, une prise en main par les équipes techniques qui se fait à partir de cette justement livraison et de ce constat des cellules vides. Je n'en dis pas plus pour le moment. Le Clos Saint-Lazare à Stein, donc on a été choisir un exemple hors région, en région parisienne, cette fois, où on a cette fois-ci un quartier grands ensembles, donc nouvelle résidence, on est aussi sur des grands ensembles, avec cette fois une intervention très poussée, et on va dire de manière très globale, par les services de l'agglomération et de la ville, et un renouvellement urbain très ambitieux avec cette fois-ci des interventions. Alors, à l'époque de l'EPARECA qui a été intégré à la NCT, mais voilà, une intervention, on va dire, assez massive et poussée dans une dynamique de coopération très forte. Et puis, troisième site qu'on a étudié, c'est la résidence de l'Europe à Mons-en-Barœul, qui est pour Mons-en-Barœul le cœur de ville. Alors en fait, Mons-en-Barœul, vous avez la ville historique et une nouvelle ville construite justement sur la résidence de l'Europe avec l'ensemble des services publics, le métro, etc. Cette nouvelle ville a pas mal de rez-de-chaussée dans une copropriété, donc on n'est pas sur une implication des bailleurs sociaux sur ce sujet. C'est un petit peu la spécificité de la résidence de l'Europe et qui nous intéressait d'aller voir et de voir comment la ville reprend possession de quelques cellules pour dynamiser l'ensemble de ces cellules commerciales avec des difficultés ciblées de par voilà, la taille de la ville de Mons-en-Barœul qui n'a pas forcément l'ingénierie en interne. On voit que là, il faut des bonnes articulations avec le niveau métropolitain pour travailler cette question, le niveau d'ingénierie nécessaire, ingénierie interne, hein, on a la politique de la ville, l'urbanisme qui travaille sur cette question, mais on n'a pas de service dédié sur les commerces ou le développement économique. Et puis la question de la maîtrise foncière, c'est comment la commune acquiert des cellules, comment elle les traite et comment elle les remet ensuite en commercialisation. Donc c'est ces problématiques-là qui ont été abordées. Alors je propose pour la suite de laisser la parole à Saïd qui va vous faire l'analyse qu'on a retenue et qui est disponible dans le benchmark. Saïd, je te laisse la parole si tu veux bien. Merci Pierre-Edouard. Au niveau des enseignements, effectivement, c'est un résumé de ce que vous pourrez retrouver dans le benchmark. Juste peut-être pour revenir sur des éléments de contexte, euh, on est effectivement sur des situations bien différentes sur Stein, Saint-Nicolas et le Nouveau-Mons. Sur le Saint-Nicolas, c'est des nouvelles cellules qui sont construites et du coup là, c'est la question de comment on fait en sorte qu'elles soient occupées, sachant que il n'y a pas grand-chose qui avait été prévu pour les occuper, en pensant que ça allait aller de soi, puisque le quartier était aménagé, on a une nouvelle place qui est plutôt sympathique, des, euh,
transports en commun qui arrivent sur le quartier. Enfin voilà, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu il y a pas eu un travail spécifique en amont. Stein, comme l'a dit Pierre-Édouard, c'est quand même un gros projet où dès le départ du projet en rue, on se dit si on ne traite pas le centre commercial, parce qu'on est sur un centre commercial qui est en rez-de-chaussée pour partie, on va rater l'opération. Donc, il y a un enjeu fort. Il faut savoir qu'ils partent de loin, puisque des cellules qui ont été aménagées dans les années 60, il y avait 25 cellules sur le quartier. C'est un quartier de 8 000 habitants, hein, dans un quartier plus large de 19 000 habitants. Enfin, hein. Mais le quartier de vie, on va dire que le QPV, c'est 19 000 habitants, mais le quartier de vie, c'est 8 000 habitants. Et là, la question, c'est de se dire aussi comment on casse cette image et comment. Parce que sur les 25 cellules, au début de l'ANRU, il n'y en avait plus que 5 qui étaient occupées et fonctionnelles. Il faut savoir que même la pharmacie, les pharmacies ne ferment quasiment jamais, même la pharmacie sur ce centre commercial avait fermé. Donc on était vraiment on était au bout du bout de la logique de ce centre commercial. Et sur le nouveau Mons, c'est pareil, on n'est pas sur du neuf, on est sur des opérations effectivement d'aménagement. Et la question qui se posait, c'était comment on occupe des cellules commerciales avec ce que disait Pierre-Édouard, la problématique spécifique des copros et de certaines copros qui font peser des charges supérieures sur les commerces et qui, de fait, proposent des commerces un peu plus chers, voire plus chers que ce qui existe ailleurs sur le quartier. Donc voilà, en termes d'enseignement, si on vient aux enseignements du benchmark, effectivement, on voit bien que les opérations de renouvellement urbain sont un moteur. Ça relance complètement la réflexion sur les commerces qui ont pu être abandonnés, hein. Ça a pu être sur Stein, c'était quand même, quand on regarde, on reprend des images des années, fin des années 90, début des années 90. On a laissé dépérir le centre commercial. Donc c'est le projet en rue qui a permis de remettre la lumière sur ces questions de rez-de-chaussée commerciaux sur ces trois communes. Ce qu'on a vu aussi, c'est que s'il n'y a pas d'engagement politique sur ces questions-là, c'est pas la main invisible qui va permettre de résoudre le problème. Alors que là, il y a effectivement plutôt des activités privées, plutôt des activités à but lucratif, mais il y a la nécessité d'une intervention publique pour faire en sorte que ces commerces, que ces rez-de-chaussée commerciaux se redynamisent et qu'ils refonctionnent au mieux. C'est compliqué, mais voilà. Et à chaque fois, c'est vrai que dans le discours des techniciens sur les trois sites, il y a eu à un moment donné le maire sur Saint-Nicolas qui dit bah moi c'est pas satisfaisant, même s'il n'y a pas de problème de sécurité, même s'il n'y a pas de même s'il y a un hypermarché juste à côté, donc du coup un accès à certains biens et commerces, le maire qui dit c'est pas possible d'avoir une place comme ça. Sur Stein, c'est pareil. À un moment donné, le maire dit, bah voilà, on s'est raté il y a 30 ans. On ne peut pas rebâtir ce quartier sans, sans travailler sur les commerces. Et sur le Nouveau Mons, bah, là, ça va encore plus loin, puisque la ville décide d'acquérir une partie des cellules commerciales et donc montre son intérêt pour, euh, pour, euh, pour les rez-de-chaussée commerciaux du secteur. Donc il y a un vrai engagement politique qui passe par effectivement des engagements. Alors les engagements, c'est une meilleure maîtrise foncière. Alors ça peut passer sur les sites très importants par de l'EPARECA, donc l'ex-EPARECA, je dirais, ou l'intervention de la NCT. Ça peut passer par la redynamisation, par la création de foncières, mais c'est pas toujours possible. C'est-à-dire que, il y a des tailles de quartier minimum pour développer des foncières. Euh, on a des foncières qui fonctionnent très bien. On nous en a présenté quelques-unes lors de la journée du 6, notamment sur Strasbourg. Nous, on a aussi pu interviewer, alors peut-être qu'on rajoutera une fiche dans le benchmark, la foncière de Rennes, mais voilà, on est sur des tailles de quartier, on est sur des tailles de projets qui sont relativement importants. Donc,
Par exemple, si on prend Saint-Nicolas, à Saint-Nicolas, il n'y a pas d'intérêt de mettre en place une foncière. Et je dirais sur des sites où on est à moins de 3000 habitants, sauf si on en a plusieurs au niveau d'une collectivité, euh, on on n'est pas, enfin, la foncière peut paraître surdimensionnée. Alors, c'est pas parce qu'on ne met pas en place une foncière qu'on ne peut pas mettre en place d'autres outils qui s'en rapprochent, des modes de fonctionnement qui s'en rapprochent, etc. Donc une meilleure maîtrise du foncier, une meilleure maîtrise des loyers ou des charges. Effectivement, ça peut se poser sur les copropriétés, cette question. Le problème oui, sur Mons, comme je vous le disais, c'était pas les loyers, c'était les charges. C'est- les loyers étaient à peu près équivalents à ce qu'on retrouvait ailleurs, mais les charges rendaient complètement non compétitive le prix du mètre carré sur la copropriété. Alors, un minimum de stratégie de développement commercial et de soutien aux commerçants porteurs de projets. Effectivement, là, si on a une action publique, l'action publique, elle est aussi de planifier, aussi de poser une stratégie. Ça ne veut pas dire que ce sont les collectivités seules qui posent la stratégie, mais ça veut dire qu'elles sont euh, motrice pour que les acteurs de l'économie, de la santé, du commerce puissent à un moment donné être en capacité de travailler sur de la planification commerciale. D'ailleurs, quand les quartiers ont été créés, il y a eu ce travail qui a été fait. Alors, il a été fait avec plus ou moins de réussite, mais il y a eu ce travail qui a pu se mettre en place. Et je dirais avec plus ou moins de réussite, parce qu'il y a un certain nombre d'innovations qui n'avaient pas été prises en compte à l'époque, notamment l'arrivée des supermarchés, des hypermarchés, souvent à proximité des quartiers politiques de la ville. Donc ça, c'était une des problématiques. Et deuxième problématique, c'est que à l'époque, dans la réflexion des acteurs, enfin, dans l'application, certains acteurs n'étaient pas complètement désintéressés. Et je pense que, et c'est un auteur qui a écrit là-dessus, on a fait en sorte que les commerces qu'on a mis en place dans les quartiers prioritaires ne fassent pas de l'ombre aux commerces de centre-ville. Donc il y a eu aussi des commerces qui ont été faits, qui étaient très tournés sur le quartier et peu tournés sur le reste de la ville. Donc un minimum de stratégie et dans cette stratégie, une régulation de la concurrence, une vigilance sur la nature des activités qui s'installent. Donc oui, si on planifie, si on prend l'exemple de Stein, qui est peut-être le plus parlant en la matière, il y a deux choses. C'est que quand on prend le plan d'occupation qui est, euh, qui est réalisé en 2007 avec l'aide d'un cabinet spécialisé, en gros, sur les 18 cellules, on a une affectation des différents commerces. Et quand on arrive en fin d'opération, je crois en 2014-2015, et que les cellules sont livrées, occupées, sur les 18 commerces qui étaient pressentis, il y en a 15 qui faisaient partie des commerces qui avaient été fléchés. Donc voilà, le pharmacien, le boucher, la petite supérette, la laverie, le restaurant, etc. Donc c'était fléché et on s'est à peu près conforté au plan. Il y a eu deux commerces qui ne sont pas sortis, mais qui ont été remplacés par d'autres types de commerces. Par exemple, il y avait prévu un tabac, il n'y a pas eu de tabac, et il n'y a pas eu de tabac, mais il y a eu un restaurant. Et il était prévu de mettre en place une boutique de téléphone qui ne s'est pas qui n'a pas été créée, mais à la place, il y a un opticien qui est arrivé. Mais à part ça, le reste a été respecté. L'autre question, c'est comment on régule la concurrence. Et effectivement, quand on voit la convention Epareca à l'époque, dans la convention, il est écrit noir sur blanc que dans un rayon de 700 mètres autour du centre commercial et des rez-de-chaussée commerciaux, la ville ne soutenait pas d'autres commerces type moyenne surface qui viendraient s'installer. Et effectivement, quand on a rencontré les agents de la ville, donc ils avaient eu plusieurs propositions, notamment la proposition d'installation d'un Lidl, et la mairie a refusé à l'époque pour ne pas faire d'ombre, oui, enfin,
pour permettre au commerce de continuer à fonctionner correctement. Voilà, donc oui, sur les trois sites, on a bien vu qu'on avait une combinaison plutôt intéressante d'activités commerciales ou artisanales. On est sur la mixité d'activités de santé, d'activités artisanales, d'activités de services à but lucratif ou à but non lucratif. Euh, Sur les trois sites, il y a un site où il y a une locomotive type supérette, donc c'est sur Stein. Sur les deux autres sites, on n'a pas, il n'y a pas forcément ces locomotives. Donc effectivement, le concept de locomotive est intéressant et si c'est possible, c'est bien d'en disposer. Faut pas non plus en faire un totem. On a des configurations urbaines et commerciales où la locomotive n'est pas forcément nécessaire. Donc il ne faut pas attendre d'avoir la locomotive pour se lancer, mais tout dépend du territoire. Alors, quatrième point, sur les trois sites, on se rend compte que les partenariats ont bien fonctionné. Donc, on a sur ces trois sites des partenariats qui sont mis en place au démarrage des opérations pour certaines, d'autres plus tard. Mais à minima, on voit bien qu'il y a un travail qui se fait entre le bailleur, la ville, le PCI et les associations d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc, c'est un petit peu le minimum syndical pour pouvoir travailler à la fois sur la planification, sur le repérage des entrepreneurs, sur l'accompagnement des entrepreneurs, sur le questionnement et la fidélisation aussi. Il y a une question aussi de turnover, ou en tout cas d'éviter le turnover, qui nécessite d'avoir à minima les bailleurs, la ville, le PCI. Euh, alors, le PCI, effectivement, souvent, c'est le service politique de la ville, mais pas seul. Enfin, souvent, quand je dis souvent, dans les situations où ça fonctionne correctement, c'est un service politique de la ville qui a un rôle d'intermédiaire et qui va pouvoir mobiliser les ressources de l'EPCI. C'est ce qu'on a vu sur la CUA, la communauté urbaine d'Arras, où le rôle du chef de projet politique de la ville, finalement, ça a été de faire le lien, puisqu'il était en lien avec ces différents acteurs, avec la boutique de gestion, avec le bailleur social et avec ses propres services, dont le service développement économique, qui s'est mouillé, qui a mobilisé des, euh, des subventions de droit commun, mais aussi des subventions qui étaient prévues, qui étaient fléchées sur les QPV. Donc il y a quand même ce travail. Et c'est vrai que Pierre-Édouard disait en démarrant que, bah oui, côté politique de la ville, la compétence développement économique, c'est pas forcément la plus développée. On ne demande pas, je pense, aujourd'hui à un chef de projet politique de la ville d'être un expert du développement économique. Ce qu'on lui demande, c'est de faire ce travail de lien, de liant entre les différents acteurs et de mobiliser les services au niveau de sa propre EPCI. Et dernier point, bah oui, le temps long. On s'inscrit sur le temps long. Ça a été répété beaucoup le 6. On est sur des opérations qui se rentabilisent sur le temps long, voire très long, hein, sur 10, 15, 20 ans. C'est pas des opérations, on a des rentabilités à 8, 9, 10%. Donc, effectivement, les investissements, les dépenses, les charges s'amortissent sur un temps relativement important. Et la dynamique prend du temps. La dynamique de, de développement, de repérage, de développement, d'installation prend du temps. Et ça, faut être attentif, hein. On en parle dans tous les projets de renouvellement urbain concernant les habitants. Le temps des opérations, le temps des habitants n'est pas forcément le même. Le temps des commerçants, le temps des opérations n'est pas forcément le même. Et parfois, ça peut poser problème parce que, il y a des commerçants qui n'ont pas le temps d'attendre. On a quand même des commerçants parfois qui viennent avec des grosses économies, mais c'est pas des grosses économies, et qui ont besoin de partir vite. Et donc ça, c'est des paradoxes un peu à gérer dans le cadre de ces opérations. En tout cas, il y a un timing à bien poser pour pas créer de déception ou d'incompréhension entre les commerçants et les aménageurs. Voilà.
Voilà, et je peux peut-être rajouter aussi hein, sur ces deux derniers points que sur un des sites, justement, il y avait des effets de stop and go sur les postes en interne à la collectivité, qui ont un peu pénalisé aussi la dynamique de temps long, où en fait on a un Mm. poste qui peut être financé sur 2-3 ans. Donc là, le cas, c'était un poste de chargé de mission commerce qui avait été mis en place pendant 3 ans et qui s'était arrêté. Et du coup, à ce moment-là, il y a une dynamique qui a été mise un petit peu en berne et il a fallu reprendre le travail et ça a repris 4-5 ans de plus et du coup, ça a pénalisé aussi la dynamique qui avait été enclenchée au début. Donc, c'est aussi ça, c'est dans la stratégie locale, bien identifier ce temps long et le transfert de dossiers quand on sait que les postes ne sont pas forcément pérennes sur le sujet. Merci Pierre-Edouard. Tu peux passer, merci. Bon, le point qui suit, on l'a vu, hein, c'est encore une fois, les acteurs de la politique de la ville ne sont pas forcément des professionnels, donc il faut s'appuyer sur des experts sur la question économique et commerciale, que ce soit, oui, il faut de l'appui local et il faut de l'expertise nationale parfois, sinon on peut s'épuiser. La question de la prise de bail est une période délicate pour les commerçants. Vigilance sur plusieurs points. Vigilance sur les surcoûts liés aux prises de bail. Et donc là, on a moi, justement sur la CUA, par exemple, des aides à la prise de bail qui sont mises en place. Sur la CUA, on a travaillé aussi avec le bailleur sur la mobilisation de TFPB pour aménager les locaux et que le coût d'aménagement des locaux ne soit pas supporté uniquement par les commerçants entrants. Par ailleurs, pour aller un petit peu plus loin, les coûts ont été lissés, mensualisés. C'est-à-dire que quand le commerçant arrive, il n'a pas à payer tout l'aménagement. C'est sur 1 an, 2 ans que les coûts sont amortis. Donc il y a cette question très, très basique, très vénale, très liée aux possibilités financières des commerçants. Il y a aussi des choses très basiques, hein. On a sur Mons un commerçant qu'on a été voir qui nous dit, bah, nous, Internet, ça ne marchait pas. Et très concrètement, pour lui, Internet qui marche pas, c'est son terminal de paiement qui marche pas. Et donc, il doit sortir de son commerce pendant les 6 premiers mois pour que... quand on l'a rencontré, c'était pas complètement réglé pour, euh, pour que son paiement passe. Donc, il y a des choses très basiques qu'il faut penser. Et c'est effectivement, si on ne le pense pas avec des pros du commerce, on peut passer à côté. Des aspects aussi sécuritaires, période où les commerçants peuvent être testés, hein, ça a été rappelé le 6, mais le manager commerce de Stan nous en avait aussi un petit peu parlé. Donc il y avait, quand le centre commercial, la rue commerciale a été relancée, effectivement, il y avait une vigilance sur cette question, puisqu'il y a des commerçants qui avaient été testés. Des propositions de sécuriser par des gens qui n'ont rien de sécure leur commerce. Et du coup, ça nécessite aussi là, de travailler avec la ville, le bailleur, la police municipale pour pouvoir sécuriser les espaces, les lieux. Un point important, l'implication des commerçants et des entrepreneurs des quartiers. Effectivement, on ne peut pas forcément faire en sorte que toutes les cellules soient occupées par les commerçants du quartier, mais c'est intéressant d'avoir des commerçants du quartier. Ils sont connus, ils connaissent le quartier, ils sont en capacité de comprendre aussi peut-être plus simplement les besoins des habitants du quartier. On a eu quelques exemples aussi, notamment sur Saint-Étienne, si ma mémoire est bonne. Mais voilà, hein, si on reprend nos exemples sur Mons, on a des entrepreneurs, un quartier, il y a eu des appels à projets pour occuper les cellules. Peut-être que Pierre-Edouard a pu, ça même d'expliquer la logique qui s'est mise en place sur Mons, mais il y a eu des réponses d'entrepreneurs du quartier. Et c'est là aussi qu'on découvre des pépites, hein. L'exemple qu'on avait cité, qu'on a présenté le- le benchmark lors de la journée du 6, c'est ce magasin de pêche assez improbable qui a ouvert sur sur Mons parce que dans le quartier, on avait un champion d'Europe de pêche à la ligne
qui avait du réseau, qui avait des idées, qui avait ce projet et qui a pu prendre place dans ce quartier parce que le matériel de pêche, bah, c'est déjà très technique et le fait d'avoir un réseau, de savoir qu'on a un expert qui peut vous conseiller, ça ramène du monde. Et en plus, comme c'est du matériel très fragile, la concurrence de la vente en ligne est moindre. Voilà. Dans le même sens, bah, effectivement, il faut de l'audace, de l'imagination, de la prise de risque. On ne peut pas demander à travailler sur du commerce, sur le développement d'activités économiques, que ce soit à but lucratif ou non lucratif, dire qu'il y a la prise de risque est de zéro. On minimise la prise de risque, mais il faut qu'il y ait cette prise de risque. Et c'était aussi intéressant, c'était assez intéressant sur Mons parce qu'il y avait ces appels à projets, un comité de sélection. Et ils ont eu des projets très différents où ils sont souvent interrogés sur la viabilité du projet. Et au final, ils ont pris des risques entre le pêcheur, entre une spécialiste de massage japonais très peu répandue, mais qui existe quasiment que sur Mons, si vous voulez avoir des soins à ce niveau-là. Une boutique de manga qui fonctionne bien. Voilà, on n'a pas été chercher en tout cas, on a ouvert le champ des possibles sur l'installation de commerçants. Et dernier point, oui, inscrire la rentabilité des projets sur le temps long, donc y compris quand on acquiert le foncier. Euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment, notamment pour les foncières, c'est comment à un moment donné, une fois que ça marche bien, on passe la main. Est-ce qu'on revend aux commerçants? Est-ce qu'on revend à une structure qui va continuer à, à, à jouer ce rôle d'ensemblier et du coup avoir une stratégie commerciale sur le temps long? Est-ce qu'on ne revend pas? C'est aussi une question, mais si on ne revend pas, ça veut dire qu'il faut aller chercher des sous ailleurs pour les nouvelles opérations. C'est un peu le problème. Mais le dilemme, c'est si on revend, on a mis de l'argent public, on revend à du privé qui va potentiellement lui-même revendre pour faire une culbute. Voilà. Donc ça, c'est un vrai questionnement, je pense, aujourd'hui. On a eu le témoignage de la ville de Saint-Denis qui a racheté du foncier commercial et qui aujourd'hui se dit, bah, moi, si je revends, je perds la main sur le foncier et du coup, tout le travail qu'on a fait peut être détricoté en quelques années parce qu'il y aura de la revente et de la perte de la maîtrise foncière quand on n'a plus cette maîtrise foncière, de l'installation des commerçants sur les quartiers. Voilà ce qu'on pouvait dire dans les grandes lignes. Voilà, je vous laisse, si vous avez des questions, on est à votre écoute, sachant qu'on n'a pas mené les opérations de A à Z, on ne pourra pas forcément répondre à tout, mais on connaît quand même un peu ces territoires. Voilà. Pierre-Édouard et moi-même, je pense qu'on arrivera à répondre à quelques-unes de vos questions. Voilà, et donc question ou réaction par rapport à des sites que vous avez sur votre territoire et qui pourraient bah, faire l'objet d'une étude un peu plus approfondie ou des interrogations voilà, sur vos sites respectifs et savoir comment vous y prendre sur de la dynamisation des rez-de-chaussée. Yannick, je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Yannick Carpeau, responsable du service politique de la ville et de la rénovation urbaine à la région de France. On accompagne quelques opérations dans le cadre des conventions qu'on a signées avec les 25 PCI et que ce soit là dans le programme actuel, mais je pense aussi à quand l'exemple de Saint-Nicolas est important, dans le précédent programme aussi de l'ANRU. Moi, j'ai deux remarques. Une remarque sur la question du temps long dont vous avez discuté, ça me semble être un élément important, mais il ne faut pas aussi oublier un petit détail auquel on ne pense pas forcément, nous les financeurs, et notamment sur le calcul de subvention. On a remarqué, c'est un petit détail pour apporter au débat, hein, on est confronté à un petit sujet d'équilibre des opérations. Et nous, quand on finance des opérations, on est obligé de calculer des déficits d'opérations pour voir si l'opération à long terme n'est pas surfinancée.
Et on a parfois des difficultés avec des opérateurs qui n'ont pas toujours bien compris et qui parfois nous font des business plans sur du trop long terme qui fait que parfois ils peuvent perdre des subventions en fait, réellement. Hein. Donc il y a un travail technique et financier qui est parfois un peu contraignant, un peu incompréhensible aussi pour les porteurs sur ce sujet, sur ces calculs de déficit d'opération. Évidemment, quand une opération elle est euh, prévue sur 20 ans d'équilibre, eh ben, on sait très bien que la subvention, elle est plus difficile à atteindre quand elle est que sur 10 ans, notamment quand on a des règles de cofinancement qui sont à un pourcentage maximal ou etc. Donc ça, c'est un premier sujet. Alors, on fait les choses intelligemment, on arrive toujours à y arriver, évidemment, mais c'est un petit détail qui parfois provoque des retards ou quelques incompréhensions par les porteurs. Donc ça, c'est une première remarque, c'est pas une vraie question, mais je peux vous dire qu'on est confronté à plusieurs fois, notamment sur les commerces. Hein. On a parfois d'autres types d'équipements qui sont générateurs de recettes, qui nous préoccupent aussi sur ce sujet, sans vous parler des règles parfois européennes de nos concurrents qui peuvent être parfois un peu embêtantes. Deuxième sujet que je voulais aborder et préciser pour pas être trop long, c'est notamment aussi sur le long terme. Mais sur un autre sujet, c'est sur la maîtrise des opérations par le public quand ça passe au privé, et ça, vous avez eu raison de le signaler. J'ai un exemple que je vais pas citer sur un territoire en NPNRU où la volonté de remettre un commerce local, alors c'est pas du pied d'immeuble, hein, on est sur un plus petit commerce rez-de-chaussée d'une maison, euh, avec la volonté de pérenniser un commerce qui avait marché pendant très longtemps et où la puissance publique a pris le relais, ça a marché. Et puis à un moment, ben, un changement de propriétaire où le privé a repris entre guillemets ses droits et le commerce a complètement changé. Et pour pas aller trop dans le détail, provoque même désormais maintenant plutôt du désordre qu'autre chose, quoi. Le changement d'utilisation du commerce avec des horaires qui sont passés de 8 heures de 9 heures à 18 heures. Bientôt, on est presque sur des commerces, un commerce qui est ouvert de 22 heures à 5 heures du matin. Je vous ai pas d'explication sur ce qu'on peut présupposer de ce commerce-là. En tout cas, cette question de la maîtrise de l'usage du commerce, elle se pose et ça peut peut-être poser aussi de vraies difficultés, je sais pas, de police ou de contrôle de ça. Je sais pas comment certains, s'il y a eu d'autres cas qui sont concernés. Voilà, je voulais faire ces deux remarques en tout cas de mon côté. Merci en tout cas de la présentation. Merci Eric. Merci Yannick. Je vous mets dans le chat en parallèle les différentes sources qu'on vous a données tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres territoires qui pourraient intervenir sur des problématiques qui sont rencontrées sur vos territoires? Pas d'autres? Pierre-Édouard, moi Oui, je trouve pas la main, donc je la prends moi-même si ça te dérange vas-y. pas. Donc Damien Robert, directeur de projet cohésion sociale à la MEL, sur le projet de renouvellement de l'OS. Je vous rejoins aussi sur le fait que peut se renvoyer parfois la balle, en effet, en termes de compétences sur qui fait quoi, qui va au contact des commerçants en place, qui lance une étude un peu prospective sur ce qu'on pourrait faire, pour pouvoir mettre un peu en perspective aussi les volontés politiques, parce que d'un côté, on va avoir des élus qui vont être très porteurs et qui vont souhaiter le développement d'un mètre linéaire quand même parfois pouvant être important, et des opérateurs où tu disais tout à l'heure, enfin vous disiez tout à l'heure, porteurs de risques, etc., qui sont plutôt aussi limitants et qui vont devoir travailler à des propositions qui soient à l'équilibre, etc. Donc c'est toujours difficile de trouver le bon équilibre. Euh, Toujours aussi compliqué de trouver la bonne formule parce qu'on sait jamais trop entre l'œuf et la poule. Enfin, c'est le principe de l'œuf et la poule. Est-ce qu'on met d'abord le commerce et après les nouveaux commerces et après on fait le projet de renouvellement urbain, ou l'inverse? Sur le territoire de la Mel, on a deux exemples assez précis. Celui de Tourcoing, où ils ont commencé par le centre commercial, qui aujourd'hui vit et qui va venir vivre autour d'un projet de renouvellement urbain qui va rentrer en phase opérationnelle.
Et à Los et Wattignies, par exemple, deux projets qui vont se mettre d'abord en œuvre opérationnelle avant la mise en place d'une nouvelle offre commerciale incluant relocalisation des commerces qui sont déjà sur place. Et du coup, ça me permet de réagir, mais on aura l'occasion d'en reparler cet après-midi parce que Pierre-Édouard, on se voit cet après-midi. Parler du sujet en effet du temps long, parce que dans qui va voir les commerçants, etc., les commerçants, ils sont quand même assez demandeurs d'informations. Nous, on a tendance malgré tout à pouvoir décaler nos calendriers assez régulièrement. Et l'idée, il faut aussi qu'on soit assez honnête avec ces gens-là dans la mesure où c'est leur gagne-pain et qu'ils peuvent mettre un certain nombre d'économies, etc., de côté dans une logique prospective de dire bah, je vais me développer sous 2 ou 3 ans et il faut que je me serre la ceinture d'ici là parce que je suis aussi en phase chantier. Faut pas le mettre en péril si demain on lui annonce trop tard qu'au final ça sera peut-être pas 2 ou 3 ans mais plutôt 5 ans les nouvelles constructions et le déménagement de son activité. En parallèle, bien avoir aussi une approche globale en dehors du quartier. Et c'est ce qu'on a eu sur l'os, en se disant, voilà un peu les polarités commerciales, comment on peut calibrer l'offre du cœur de quartier à terme, sachant aussi qu'on a des projets à la mêle structurants qui vont venir potentiellement affaiblir certaines polarités. Je pense à l'os notamment et le centre-ville avec le passage et la construction du futur tramway qui va à un moment ou un autre créer des opportunités chez nous dans le quartier des Olivos, dans la mesure où il y aura peut-être des commerçants du centre-ville qui vont peut-être prendre le bouillon à cause de ces travaux-là et qui vont trouver une solution de repli sur les Olivos ou autres. Et l'intérêt peut-être d'avoir une approche prospective en se disant qu'ils aient peut-être pas une opportunité ailleurs sur le territoire de la MEL, mais plutôt à proximité, qu'ils n'aillent pas pour une municipalité comme Los, qu'ils n'aillent pas, je sais pas moi, à Wattignies, à Fâche-Tuménil ou autre, quoi. Voilà quelques remarques, mais je vous rejoins sur pas mal de points. Après, moi, je suis un peu à l'échelle quartier QPV, je suis un peu, j'ai mes quelques réserves sur le sujet parce que je les voyais dans les mesures proposées, soit par le rapport, soit par le gouvernement, sur l'IA, sur le e-commerce, etc. Je sais que moi, les commerçants qui sont sur l'os travaillent beaucoup avec les livraisons, mais pas forcément les livraisons qu'ils ont faites sur Internet ou autre. C'est plus des livraisons de plats à emporter ou autre, et pas forcément du e-commerce. Voilà quelques remarques. Merci Damien pour ce retour. Alors, j'en profite justement, je vous remets une diapo parce on souhaitait vous la montrer. Alors, attendez, faut que je m'en sorte sur mes différents écrans. Euh, tac, vous la retrouver. C'est ici. Voilà. Hop. Voilà, c'était donc ça c'était un petit peu notre idéal type sur la communauté urbaine d'Arras. C'est un petit peu là-dessus qu'on voudrait appuyer notre qualification. C'est d'avoir la démarche coopérative qui intègre 4 niveaux d'acteurs qui vont être dans des collectivités ou dans des positionnements différents. Sur Arras, c'était ça qui était intéressant, c'est que c'est 4 plots d'acteurs qui leur ont permis de travailler ensemble. On a, comme c'était mentionné tout à l'heure, forcément la politique de la ville qui va travailler sur les quartiers prioritaires, mais sur la communauté urbaine d'Arras, il y a un gros travail qui a été fait par le développement économique, par la direction développement économique qui a mobilisé les managers de commerce qui étaient plutôt centrés sur le centre-ville, mais avec du temps de travail dédié sur le quartier prioritaire. Donc ça, c'était aussi assez intéressant. Euh,
Parce que les compétences, elles sont là aussi, et les aides qu'on peut mobiliser à l'échelle de l'agglomération pour les entreprises, c'est à l'échelle du développement économique qu'on peut les prendre. Donc il y avait ce premier binôme. Ensuite, il y a un deuxième binôme qui a bien fonctionné, c'est politique de la ville bailleur. Et le bailleur qui avait une gestion de ces immeubles par l'antenne locale, c'est-à-dire que quand on avait un immeuble, on avait les logements à gérer et la commercialisation, et la personne chez le bailleur qui gérait le logement et la commercialisation, c'était les mêmes personnes, et finalement, la compétence logement prenait le dessus, ou en temps de travail, sur la compétence commercialisation des pieds d'immeuble. Du coup, le bailleur, il a choisi de se réorganiser pour avoir un pôle dédié à la commercialisation et le reste sur le logement. Donc en séparant un petit peu les deux activités. Et cette commercialisation, elle a permis aussi ce que tu disais, Damien, d'aller chercher des entrepreneurs de l'extérieur et de les ramener sur le quartier, mais aussi de faire l'inverse. Et quand on détecte une pépite sur le quartier qui ne souhaite pas forcément s'installer sur les locaux disponibles sur le quartier, on lui permet aussi d'accéder à des offres qui sont en dehors du quartier, sur le centre-ville ou sur les autres quartiers à l'échelle de l'agglo. Et c'était assez intéressant parce que on avait, en fait, cette nouvelle organisation chez le bailleur a permis d'ouvrir les portes pour les entrepreneurs des quartiers d'aller ailleurs, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller s'installer sur du centre-ville où il y a trop de concurrence ou des loyers qui sont plus chers, d'aller sur le quartier prioritaire. Donc cette vision bailleur, elle a été aussi assez importante sur la CUA. Et puis un quatrième plot, on a mis l'écosystème entrepreneurial, c'est aussi parce qu'on a sur la CUA, l'installation d'un espace on va dire, tiers-lieu, coworking, dédié aussi à la création d'activités, qui a mis tout le monde autour de la table, la BGE, les consulaires, etc., et qui a permis de renforcer la dynamique de détection des entrepreneurs. Donc c'était ça qui était intéressant à la CUA, c'est qu'on avait vraiment ces quatre personnes identifiées, de ces quatre qui représentaient elles-mêmes ces quatre grands domaines, qui arrivaient très bien à discuter, à coopérer et à permettre aux entreprises de venir. Donc nous, c'est un petit peu ça sur le cycle qu'on souhaite vous présenter pour la suite. Donc là, je vais vous mettre les dates directement. C'est de réussir, si vous avez un territoire où vous savez qu'il y a une problématique de manque de dynamisation des rez-de-chaussée, c'est de réussir à avoir ces quatre types d'acteurs ou à les toucher pour qu'on puisse travailler ensemble sur vos sites directement. Donc sur le rythme de travail qu'on vous propose, on vous propose 4 séances de travail. Alors, ce qu'on se disait avant la réunion avec Saïd, c'est que le 27 novembre va arriver très vite et peut-être un peu trop vite et qu'on pourrait vous proposer deux journées, les 15 janvier, 29 janvier, et donc caler une troisième qui correspondrait au 27 novembre, on va dire en février 2026, mais que le 27 novembre, on se le garde aussi, si vous avez des sites identifiés, qu'on puisse justement en profiter pour faire la petite visio de préparation en amont, rencontrer les acteurs dont vous avez besoin et que vous aurez besoin sur site, et commencer à faire un pré-diagnostic de votre situation. Donc voilà le cycle qu'on vous propose sur ces 3 rencontres. Alors Damien ou les autres, je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser, si d'autres veulent prendre la parole sur vos problématiques propres. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le cycle qu'on pourrait vous proposer? Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont déconnectées, qui sont déconnectées. Pierre-Édouard, sur la séance 2, moi, ce qui va m'intéresser, c'est en effet peut-être les acteurs de l'ESS ou les acteurs type non lucratif qui viennent apporter aussi quelque chose à un linéaire commercial, mais peut-être aller plus loin aussi sur le volet cadre de vie, comment dans une opération d'aménagement, tout ce qui va faciliter la vie des commerçants peut attirer de nouveaux commerçants et tout ce qui va faciliter aussi l'expérience client ou d'un habitant qui se sent bien dans un quartier peut améliorer la consommation dans ces commerces de cet habitant.
À l'os, par exemple, je pense au fait que en face du linéaire commercial, on installe une halle de marché qui, par définition, de manière hebdomadaire, va accueillir un marché et va faire venir du monde. Mais cette halle de marché va devoir aussi avoir une programmation en dehors du simple marché pour qu'il se passe des choses sur cette place qu'on appelle place de village et qui donne sur ces linéaires commerciaux. Et également, comment l'offre de santé peut bénéficier au commerce, c'est-à-dire que demain, je sors d'un cabinet d'infirmière ou de mon médecin généraliste, je sors avec mon ordonnance, je vais directement à la pharmacie qui est juste à côté pour prendre mes médicaments, ou je vais à la boulangerie qui est à côté parce que j'ai fait une prise de sang et que je me sens un peu patraque et je vais aller chercher un pain au chocolat et un café, quoi. C'est peut-être cette réflexion aussi globale qui peut être abordée lors de la séance 2. Je sais pas si vous l'aviez en Oui, tête. ouais, tout à fait. En fait, donc sur les trois séances, donc si on remodule, vous attendez pas à ce qu'on fasse la séance 2 le 15 janvier, mais peut-être le 29 janvier, parce on va essayer de reconfigurer le site pour permettre à tout le monde d'y accéder. La première séance, elle était vraiment sur le diagnostic global. L'idée, c'était de représenter à l'ensemble des intervenants ce qu'était la politique de la ville, l'actualité du commerce, ce qu'était du développement économique local et comment on peut le gérer au niveau d'un quartier prioritaire et puis de vraiment travailler sur le diagnostic de chacun des sites présents pour essayer de voir là où on va aller sur l'ensemble du cycle. La deuxième séance, et d'ailleurs je vois qu'il y a Karine pour la paix, c'est la compagnie des tiers-lieux. Ce qui nous intéressait, c'était justement de ce que tu disais, comment on travaille les extérieurs, le cadre de vie à l'extérieur, les activités qui peuvent prendre lieu aussi dans d'autres locaux en rez-de-chaussée, les LCR pour les bailleurs, et d'amener des dynamiques autres avec d'autres publics qui viennent de type tiers-lieu, de type activités autres, pourquoi pas des locaux dédiés pour des AMAP régulièrement, qui peuvent amener quelque chose à côté des cellules commerciales et d'avoir un peu la dynamique globale. Et puis la troisième journée, où là on était un petit peu plus sur le technique, avec l'approche foncier, où là on est plutôt sur comment, une fois qu'on a notre équipe projet dédiée, comment sur un temps long on arrive à s'organiser, à mettre des choses en place structurelles, sous forme de foncière ou pas, mais au moins qu'on ait la formalisation de une entente, une coopération locale qui s'est bien mise en place. Donc voilà, ces trois journées, elles étaient un petit peu orientées comme ça avec cette deuxième journée où justement on voulait ouvrir, montrer qu'il y a ces cellules commerciales qui sont dans une dynamique plus large et que parfois même des cellules commerciales n'ont pas forcément vocation à rester commerciales et qu'elles pourraient aussi trouver d'autres modalités d'occupation que purement du commerce, alors que ça peut être de l'ESS, de l'association, voire d'autres choses qu'on n'a pas encore identifiées mais qu'il faudrait voir sur site, quoi. Voilà un petit peu sur ces trois séances. Euh, Est-ce que vous avez d'autres réactions sur ce séquençage? Pas de réaction supplémentaire? Saïd, un petit propos de conclusion de ton côté? Bah non, je prends les remarques de Damien. Effectivement, comme on n'était pas sur le benchmark, on n'a pas pris forcément en compte le temps des travaux. C'est pas des choses qui nous ont été opposées, mais je pense que quand ça passe, une fois, quand on est dedans, on y pense et ça fait partie des préoccupations. Une fois que les travaux sont terminés, on oublie un petit peu. Donc il y a quand même ce point à avoir en tête. Peut-être juste dire. Ce qu'on a sur Rennes, il y a des choses quand même intéressantes par rapport à tout ce qui a été dit. C'est que eux, ils ont créé une structure spécifique pour travailler sur cette question des commerces. Donc il y a la foncière. Ils travaillent, euh, ils travaillent avec des amis. Enfin, il y a un point qu'on n'a pas posé effectivement, et c'est ce que disait Damien qui m'y fait penser, c'est dans les quatre qu'on a vus dans le schéma de coopération, il y a la question des aménageurs. On a des aménageurs qui sont pas non plus dans la question commerciale, c'est pas forcément leur porte d'entrée. Et du coup, ils peuvent aménager sans prendre sans prendre suffisamment en compte la question commerciale. Et, euh,
Et ce qu'arrivait à faire Rennes, ce que m'expliquait la directrice de ce qu'ils ont, de l'équivalent des SPL là-bas, c'est que effectivement le fait de s'être spécialisé sur cette question du commerce permettait aussi à chacun de comprendre la logique de l'autre et les contraintes de l'autre, et ça a permis d'éviter quelques écueils dans les phases d'aménagement des commerces. Et des choses très pratiques, hein, on a parlé tout à l'heure de l'Internet, ça peut être des canalisations qui passent au milieu du commerce, d'un ascenseur qui passe pas trop loin et qui pose problème. Enfin voilà, c'est cette compétence d'usage qui est importante aussi à avoir. Et c'est vrai que c'est un point à avoir en tête quand on travaille sur ces questions d'e-commerce. Yannick, tu souhaitais Ouais, intervenir? enfin, un petit bémol peut-être à ce que tu viens de dire, Saïd. Certains aménageurs, enfin, il y a des SEM qui sont même très connus dans la métropole, enfin, qui sont pas si à côté de la plaque sur ces sujets-là non plus, je pense. Enfin, C'est pas un propos général. Je dis qu'il faut faire attention à ça parce que parfois c'est pas leur oui, non. porte-bonheur. Enfin, il y en a quand même certaines qui font sans doute bien les choses, hein, enfin, Oui, oui, j'espère. tout à fait. Oui, on a d'ailleurs eu Ville Renouvelée hein, sur les Ah, différentes je auditions. Ce qui était assez intéressant, c'est justement pense à eux, justement. ouais, de sortir de la dynamique purement stratégie commerciale pour une vision plus amélioration du lien social et du vivre ensemble dans le quartier. C'est-à-dire que l'occupation des rez-de-chaussée, elle se fait par les commerces, elle se fait par d'autres activités qui amènent du mieux-être aux habitants des quartiers. Et il y a ce prisme-là qui est assez intéressant chez les aménageurs, qu'on a peut-être moins chez des structures qui vont purement s'intéresser à la commercialisation des rez-de-chaussée, quoi. Donc ça, c'est pareil, sur la journée sur l'économie sociale et solidaire, ça peut être intéressant de travailler ces questions-là. C'est-à-dire que l'objectif d'avoir une dynamisation de ces locaux qui sont actuellement vides, c'est bien d'apporter du mieux-être pour le quartier en termes de services, de réponse aux besoins et aussi de vivre ensemble en général, quoi. Bien, je vous remercie pour vos différents retours. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vous a présenté un calendrier, mais on vous renvoie un calendrier peut-être plus adapté à chacun sur le début d'année 2026 pour que chacun puisse y intégrer et vous donner rendez-vous le 27 novembre si vous êtes disponible pour qu'on puisse échanger sur les différents sites dont vous auriez la charge pour essayer de voir comment on peut améliorer la qualification qu'on vous propose aux problématiques que vous rencontrez directement. Dans la foulée, ben, du coup, je vous renvoie les liens, la présentation du cycle, et puis je reviens assez rapidement chez vous.